Et bonjour tout le monde. Bien le bonjour à tous. Alors, je vais juste demander à ceux qui sont déjà présents, c'est au niveau de ton micro, si c'est pas trop fort ou trop faible. Parce que on a dû adapter le mode de transmission, je vais dire ça ainsi, suite à des légers soucis sur Discord. Hop, je check sur Twitch. Ils sont de nouveau pas très polis les gens, hein. Pas bien ça, faut dire bonjour. Bah bien le bonsoir. Bah ouais, je sais pas là, tout le monde est endormi. Aïe aïe aïe, hop. Ah, Ah, ça XP, c'est bien. ça explique même sur Twitch. Ça, On voit ceux qui franchement, ont je suis tout choqué. compris. Ok, bon, on a 9 personnes. Ce que je vais faire, c'est ça. Le petit fond de musique, histoire de dire. Un petit fond sonore, je pense que vous allez apprécier. Ouais, j'espère. Pareil, la musique, si quelqu'un sait me faire un retour, trop fort, trop faible. Pas bavard, hein. Un peu trop fort la musique. Ok, merci. Let's go. Merci, merci bien. Quand même des gens polis. Ça, c'est cool. Hop. Bien le bonsoir, Zema. Et oui, bonsoir. Voilà, normalement là c'est plus mieux. Allez. Au final, au départ, on commence tranquillement. Petite sponsor Asus. Donc, on va vous faire part des bons plans un petit peu dans l'idée. Après, on aura deux tests produits. Je trouve que c'est intéressant. C'est des produits qui ont leur intérêt. Puis après, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet au niveau des actus. Euh, Est-ce que tout le monde est bien assis, à l'écoute, si je puis dire? Et nous allons commencer. Allons-y, let's go, je pense, hein. Eh bien, on va commencer par. C'est évidemment sponsor par. Donc, on sponsorise cet article, c'est sponsorisé, donc c'est par rapport à Asus. Il fait différentes promos sur différents produits, donc vous allez pouvoir retrouver tout simplement carte mère, carte graphique, si tu peux descendre, pour montrer un petit peu. Et donc, vous allez avoir différents produits en promotion avec des ODR. Qu'est-ce que c'est des ODR? Je rappelle tout simplement que c'est une sorte de petit formulaire à l'achat que vous allez devoir remplir avec la facture et ça vous remboursera une certaine somme. Donc on a une carte mère, donc il y a deux cartes mères en Z790 si je ne me trompe pas. On a la Strix en Z790F. Ouais. En dessous on Et a la Creator. la Creator, ouais, c'est ça. Donc vous avez un cashback qui est évolutif, vous voyez là vous avez 40 € de cashback. Là vous avez 55 €, donc c'est-à-dire que ça fait descendre la 4070 Super à 680 ED, 670. Et puis après, vous avez différents produits qu'on va pouvoir retrouver. Donc là, il y a encore des cartes graphiques, la TI en dessous. La Donc TI voilà, super. si vous voulez acheter du Asus, ben, je dirais que c'est le moment au niveau de ces offres. Et puis après, je crois qu'en dessous, il y a un écran OLED, si je ne me trompe pas. Ouais, je vais juste préciser en vitesse pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est que l'ODR n'est a priori pas déduit du coup du prix d'achat. C'est après l'achat. Donc on achète, je vais dire plein pot. Et après achat, suite à une petite démarche, Asus remboursera le montant de l'ODR. Donc on Donc, voit ici la petite liste de tout ce il y a qui aussi des est pris en alimentations, ouais. compte. Sauf que c'est plutôt pas mal, sachant que les produits Asus généralement sont un petit peu plus chers que ce qui se fait ailleurs. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme opération. Donc en fait, vous allez quasiment retrouver tous les produits d'un setup, que ça soit aussi bien des cartes graphiques, des cartes mères, des alimentations,
etc., etc. Aussi en boîtier. Et après, je crois qu'il y a l'écran Asus OLED. Je sais qu'il y en a qui étaient intéressés par l'écran Asus OLED, si je me rappelle bien. Si tu peux descendre un petit peu, ça c'est les boîtiers. Donc Là, on a évidemment, la vous liste pouvez... de tous les écrans. Voilà. Ah, voilà, à peu près. Donc le PSG34, évidemment, c'est le travail dans OLED. Le PSG27 AQDM, c'est le nouveau, si je ne me trompe pas, avec la dalle brillante, donc la dalle glossy. Donc vous avez un ODR de 75 euros, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour ce genre d'écran. C'est plutôt cher, puisqu'on est vers les 800 euros en temps normal. Donc voilà. Si vous voulez acheter des produits Asus, si vous voulez acheter un écran OLED, si vous voulez acheter d'autres produits, allez simplement sur le site Overclocking et puis vous retrouverez un petit peu l'étalage des différents produits en promotion. C'est ça, l'article est bien complet, il y a à chaque fois une petite liste avec une présentation des produits. Donc là pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire un tour. C'est vraiment sympa, je mets ici 2 minutes la liste des périphériques. Donc Asus propose quand même des réductions qui sont relativement sympathiques et surtout qui sont sur plein de produits différents. Ouais, on a de quoi faire un PC complet ou tout du moins un setup. Donc voilà. Je viens de poster l'article sur le chat pour ceux qui veulent aller regarder. Ouais, et bonjour à Roro. Salut Roro, bienvenue à toi. Eh bien, du coup, on va pouvoir aller rentrer dans les tests, je pense. On passe direct Vous ayez avec des questions. le petit Aio Corsair. Alors, sur Overclocking, on a eu quelques tests qui sont intervenus cette semaine et la semaine dernière. Je voulais vous en présenter deux parce que je trouve que c'est des articles qui ont... En tout cas, c'est des tests qui ont, je trouve, leur importance. Donc là, on a le nouveau Corsair IQ Link Titan RX 360 RGB. Bon, un petit peu à rallonge, mais voilà. Je trouve que... Je voulais vous le montrer en stream parce que je trouvais qu'il avait son intérêt dans le sens où, par rapport à ce qui se fait chez Corsair habituellement pour ce genre de produit, on est relativement moins cher que d'habitude puisqu'on se retrouve à un petit peu moins de 200 euros si je ne me trompe pas. C'est la version 360 mm qui a été testée. Il a été mis en confrontation avec d'autres Aio Corsair, avec le H170i et le H150i. Donc c'est un Aio avec des ventilateurs RGB, la pompe, au niveau de la pompe c'est RGB aussi. Et je trouve qu'il est aussi intéressant parce que normalement ce nouvel Aio, il a la nouvelle pompe. Les nouvelles pompes, alors attendez. Oui, avant c'était Azetec qui faisait la pompe et maintenant c'est iCooling si je me trompe. C'est ça, ils ont changé, on en parlait, je ne sais plus si c'était au stream précédent. C'était au stream précédent. Et on en a déjà parlé. Salut à Dark Gregor. Salut Dark Gregor. Donc on a déjà parlé, Corsair, c'est fini le partenariat avec Azetec. Ils ont changé de fournisseur pour les pompes. Et donc ici on est sur la nouvelle pompe de leur nouveau partenaire. Normalement, l'intérêt de ce produit, c'est que... Je voulais le montrer parce qu'effectivement, comme on dit, ils ont changé de crèmerie pour la pompe. Est-ce que ça donnera plus de fiabilité? Le temps nous le dira. Je pense que c'est aussi pour ça que le produit, l'air de rien, coûte un petit peu moins cher de ce que peut proposer Corsair en temps habituel, parce que peut-être le surcoût de la pompe Azetec n'est plus là et était plutôt important. On a plutôt un produit plutôt bien fini, moi je trouve, pour ceux qui veulent un Aio. Moi je trouve vraiment sympa cet Aio, plutôt classe. Alors celui-là, il n'y a pas d'écran, mais on peut rajouter un écran par au-dessus. Donc vous avez un kit pour pouvoir rajouter un écran dessus. C'est ça. Je vais le montrer ici. Donc en fait on peut choisir simplement son capot. On voit qu'ils ont aussi adopté le système qui a pour moi été lancé par Arctic, avec le petit ventilo qui souffle du coup un très léger flux d'air vers les VRM de la carte mère. Bon, c'est entre nous plus gadget qu'autre chose. Maintenant voilà, pour optimiser vraiment au maximum, pourquoi pas. Ouais, c'est plutôt à voir. Bah, de toute façon, c'est NHU9B qui a fait le test, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais, moi je le trouve plutôt sympa. Le fait que tu puisses custom le dessus de ton Aio, moi je trouve ça sympa. Ça donne le choix. Alors, si on peut remonter. Tu veux remonter?
comme ça, on va montrer le moins que. Donc évidemment, il est Là, on a compatible le dernière blocon. génération. Pâte thermique préappliquée, bon, comme toujours, pour moi, c'est mieux de nettoyer la pâte thermique préappliquée et d'en remettre de la bonne qu'on achète. Moi, je Les trouve que ça VRM, peut le fait démarcher. qu'elles soient à 30 ou à 60 degrés, ça va rien changer à ta performance, hein. Et sur les cartes mères récentes, la plupart ont des cartes mères, des VRM pardon, largement overkill que pour ne pas chauffer. Donc Effectivement. honnêtement, et puis même de toute façon, en dehors du fait de la performance par rapport à la température des VRM, c'est surtout que le petit ventilo ne va pas t'amener un gain de 20 degrés sur tes VRM. Sauf si elles sont vraiment déjà à l'agonie, quoi. Sur les IO de dernière génération, c'est plus trop un problème, normalement. Et puis comme ça, on va pouvoir montrer les performances. Ouais, hein, on va continuer. Vas-y. Donc ici, le kit de fixation qui est bien complet. Alors j'aime bien, c'est qu'ils ont repris ici le système qu'on voit de plus en plus, ce système. Donc c'est une attache qui se déclipse, je vais dire, qui se sépare en deux parties. C'est très pratique pour swipe. Je pense notamment que sur le AfaCool Core 1, tu pourrais peut-être le confirmer vu que tu l'as. Oui, C'est le même le, système. le Waterblock Alpha Cool, le Core One, donc on est sur du custom, c'est juste un Waterblock, on a la même chose, il y a juste à être clipsé. Donc moi je trouve ça plutôt génial, et je trouve ça surtout pratique. Donc non, c'est plutôt pas mal. Au final, on voit que sur cet IO, ils ont aussi augmenté la praticité, si je puis dire. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que des fois, c'est un petit peu embêtant. Il y a certains water cooling qui sont un petit peu embêtants à installer. Je pense au Arctic. Les Arctics sont plutôt des fois chiants. Vous m'excuserez du terme, à monter, même s'ils sont performants, etc. Ils sont un petit peu chiants et là, je trouve que ça a son point fort. Ouais, les articles, clairement, c'est pas leur point fort, le système de montage. Par contre, ils composent largement par leur performance et surtout leur prix, donc je pense qu'on peut, on peut leur excuser. Ouais, effectivement. Et bonjour à Au moment, on peut pas tout Vertex. avoir. Hop, alors. Et du coup, Du coup, je pense qu'on va passer tout de suite au test, au, vitesse au et test. bruit et les températures. Bah attends, le protocole de test, je ne sais plus sur quoi il l'a testé. Alors ça, je pense que c'est un protocole qui va devenir la norme peut-être. Mais donc oui, donc c'est un 7900X. Donc on a deux tests, on a un test à 105 watts et un test à 170 watts. Et comme dit dans la review, vouloir tester avec le TDP à 65 watts ne fait pas vraiment sens quand on sait que c'est un IO qui se veut être performant. Ouais, c'est un IO qui prend 250, au moins 250 watts normalement. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Ça a été donc testé sur un 7900X et sympa la carte mère. J'aime beaucoup. Et bonjour à Naboraban aussi. Donc oui, donc niveau vitesse de ventilation, là, bon, ça c'est indépendant de chaque IO forcément. Là, ça tourne pas si vite que ça, c'est plutôt pas mal. Non, donc on voit que les ventilos restent à une vitesse relativement classique. Par contre, au niveau du bruit... Bon, alors, une chose à noter par rapport aux autres, forcément, c'est que 3 ventilos, c'est plus bruyant que 2. En toute logique. Bon, normalement. Donc ça reste... Donc voilà, 48,5 décibels, c'est pas... C'est pas énorme, C'est pas hein, déconnant. c'est largement ok. Hein. C'est pas trop déconnant. Après, je trouve effectivement, c'est des tests qu'il faut montrer tout ce qui est bruit et autres. Mais généralement, tout le monde, moi j'en connais, ils mettent à 100% leur ventilateur. Bon, chacun c'est. Il y en a, ils mettent à 50, il y en a, ils mettent à 20. Donc, après avoir. Je suis jamais très fan des tests bruit et autres. Parce que je trouve que c'est pas forcément représentatif de ce que peuvent faire les gens. Ce qui compte à la limite, c'est la performance, voir ce qui vaut par rapport à d'autres. Plutôt guider la personne sur l'achat qu'il souhaite. Et évidemment, acheter quelque chose qui reste dans son budget, si je puis dire. C'est sûr. T'as qu'à montrer directement la page suivante. Normalement, c'est température.
Température à 105 watts, pas trop mal. L'air de rien, il est devant le H110i qui est censé être un gros déjà. Ouais. Par contre, on voit, bon, le Liquid Freezer 2, c'est l'ancienne génération de chez Arctic. J'espère que overclocking.com va pouvoir mettre à jour avec le Liquid Freezer 3. Donc on voit qu'effectivement, comme tu dis, par rapport à son prédécesseur, je veux dire, il s'en sort pas mal. Par C'est pas mal. contre, par rapport au Rogue, donc le Ouais, mais Rio bon. 3, il est quand même assez loin. Et alors, ce qui m'étonne surtout, c'est de voir le ML240 de chez Cooler Master qui fait jeu égal. Ouais, ça me choque un petit peu. Bon, le Riourn, je m'en doutais qu'il allait être très loin parce que bon, Asus, ils ont vraiment mis tout ce qu'il fallait dedans, mais bon, le prix est assez délirant si. On parle quand même d'un Ayo à plus de 300 € largement, donc bon, c'est pas forcément. Oui, celui-là, il est un peu hors catégorie, je pense. On peut pas vraiment le comparer. La musique est La encore musique un peu est un forte, petit peu ok, forte. je baisse ça tout de On suite. va baisser. Mais Voilà. après, vous dans le chat, vous êtes plutôt quoi? Ayo, Ventirad? Qu'est-ce que vous utilisez vous en temps général? Ouais, ça m'intéresse de savoir un petit peu. Et du coup, ce que je voulais dire surtout, c'est que si on pouvait comparer cet IO avec un 360 récent, du style d'un Liquid Freezer 3, le Deepcool Mystique qu'on va avoir ici en test pour la Tweak League en 240, C'est ça. je pense que niveau performance, le Corsair serait quand même encore derrière. Le Deep Cool Mystique, je suis en cours de test dessus. Alors, ça sera pas sur le process. J'ai commencé à le tester sur le. En vrai, à la limite, c'est le bon moment pour en discuter rapidement. Le Deep Cool Mystique, donc, dans le cas de la Tuque League, il a déjà été. Moi, personnellement, je l'ai déjà reçu. Je n'ai pas encore reçu le 9900X qu'on doit tester. Donc là, pour l'instant, je le teste sur un 7800X 3D. Et franchement, le Deep Cool Mystique en 240, je suis plutôt très, très étonné. Pourquoi étonné? Parce que moi j'ai le LT720 qui est toujours un produit de chez Deepcool qui est censé être un des meilleurs pour refroidir en IO sur AMD, sauf qu'il y a une pompe de 4e génération et le Deepcool Mystique il a une pompe de 5e génération et, je pensais qu'elle allait avoir un léger gain. Bah, l'air de rien, la pompe, il y a une vraie amélioration dessus et le 240 il sort des bonnes perfs. Évidemment, du fait que vous avez un radiateur de 240 mm, il tank, je veux dire, en charge pendant un certain temps, il tank moins longtemps qu'un 360, ce qui est normal. Mais sinon, je veux dire, en performance daily, pour jouer, pour faire tout ce qu'on veut hors cadre extrême ou de charge intensive pour du travail, par exemple, eh bien, il marche très, 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 très fort. Très, très fort. Mais on en reparlera au moment de la Tweak League. En tout cas, il marche très, très fort. Mais Ouais, je pense que ça, on aura encore l'occasion de discuter, surtout qu'il y a du contenu qui va arriver avec ça. Donc ici, je vais montrer les performances à 170 watts pour quand même donner une idée. ouais. Oh, le Ryu, Donc là, on voit que il est repassé devant le ML240 Atmos, ce qui est quand même logique. Par contre, on voit que le Liquid Freezer 2, là, montre un peu mieux son jeu et a des performances qui sont meilleures. Donc là, on est plus sur ce dont on a eu l'habitude avec AMD. Et alors, bon, à 2 degrés près, il fait plus ou moins égal avec le H170i. Et par contre, ouais. le Rogue est toujours loin devant, sans Ouais. surprise. J'avoue que c'est assez même surprenant la différence. Oh. Alors après aussi, dites-vous aussi que sur les IO, il y a certaines choses aussi qui est important à prendre en compte par rapport à la conception. Il y a des IO par exemple qui vont... allez, je vais prendre l'exemple du Mystique. Le Mystique, c'est censé être meilleur, en 360 je parle, il est censé être meilleur sur AMD. Je crois à jeu égal avec le EK Nucleus. Sur AMD, ils sont à jeu égal. Donc ils ont tous les deux la couronne. Eh bien, il est numéro 1, le Mystique, par exemple, sur AMD, mais sur Intel, au niveau du classement des meilleurs IO, il va peut-être être 4e ou 5e. Donc, en fait, il y a des conceptions par rapport à certaines marques qui sont plus optimisées suivant le processeur que vous avez, suivant si vous avez un Intel ou suivant si vous avez un AMD. Donc, ça, c'est aussi important à prendre en compte parce que c'est pas parce que vous avez le meilleur IO sur Intel qui sera le plus performant sur AMD et inversement. Donc, c'est plutôt important à prendre en compte lors de vos achats.
C'est clair. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Donc on voulait vous montrer un petit peu ce qu'il donnait. Et évidemment, moi je trouve ça plutôt intéressant. Donc, et si je me rappelle bien, il est aux alentours de 200 euros cet IO. Donc c'est pas Il trop. est à 210 euros, enfin 209 et une chic, 210 je euros. pense, de mémoire. D'accord. Hop, bon, allez, tant qu'on est dans les tests, on va passer à la petite Si pas M-Power. de questions, on va pouvoir passer à la M-Power. Donc on vous parle d'un IO, maintenant on va vous parler d'une carte mère. Moi je trouvais qu'elle avait sa place là. Alors c'est une carte mère qui reste plutôt abordable. Donc c'est la carte mère de chez Messi qui peut faire d'overclocking RAM par exemple. Qui est plutôt pas mauvaise normalement. Alors ça dépend des gens, il y en a qui ont plus ou moins de difficultés, mais c'est une carte mère qui reste plutôt accessible puisqu'elle a 269 euros chez nous et qui permet de faire des bons OC RAM et qui est très bien pour faire du daily, mais même pour de l'OC, ça marche plutôt fort puisque tu peux aller dans l'onglet overclocking mémoire. Normalement, puisque c'est Corner qui l'a testé, je crois qu'il a été jusqu'à 8500, donc il faut quand même prendre en compte qu'il avait un 13900 KS. 13900 KS et qu'il était sous chiller pour tester ça. Bah, Voilà. on va surtout préciser quelque chose, c'est que la carte mère peut être aussi bonne qu'on veut, si le CPU ne suit pas derrière, la fréquence ne va quand même pas plus monter d'une carte mère à l'autre. Par contre, avec un processeur comme celui de Corner qui est pas mauvais du tout, Ouais, il a un bon la IMC. carte mère peut très vite être un facteur limitant. Et ici, les résultats qu'il a pu obtenir avec cette carte mère, surtout comparé au prix qu'elle coûte, c'est vraiment très sympathique. Bah, l'air de rien, oui. Parce que si on va aller faire de l'overclocking RAM beaucoup plus poussé, c'est une Apex encore. Une Apex encore, ça coûte 600 euros à 700 euros neuf, si je ne me trompe pas encore maintenant. Là, on a 269 euros. Alors évidemment, on n'est pas au niveau d'une Apex encore, par exemple. Mais on s'en rapproche à 269 euros, quoi. 3 fois moins cher, quasiment. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est important à montrer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de montrer que il n'y a pas que Asus qui sait faire des boards convenables pour faire d'OC, pour aller s'amuser. Il n'y a pas aussi que, je veux dire, Gigabyte avec les tachyons. Il y a aussi Messi, et Messi, l'air de rien, ils sont pas tout à fait largués, parce que moi, je trouve qu'elle est plutôt sympa, cette carte mère. Elle est plutôt même très sympa. C'est clair, les performances, elles sont là et elles sont plutôt intéressantes. Et surtout, c'est le rapport, je vais appeler ça performance-prix, qui est vraiment très bon. Je crois que c'est imbattable sur Intel. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent sur Intel en termes de prix. En neuf, en tout cas, on n'a rien qui fait aussi bien à ce prix. Surtout que la carte mère est équipée avec une petite télécommande, un peu comme la Unify X l'était sur le Z690, sur laquelle on a le Q-code et 2-3 options Sympa, ça. supplémentaires. Donc c'est une carte mère qui est relativement complète, sans bien sûr être au niveau, comme tu l'as dit, d'une Apex encore ou ce genre de carte mère. Et bon voilà, pour le prix, c'est vraiment très très sympathique. En carte mère, j'évite toujours Corsair. Bah moi aussi, vu qu'ils en font pas, en général, j'évite. C'est Oro qui est Oro encore qui dans les déraille. aïeux, je pense. Allez. C'est la fatigue du mardi soir, ça. Et c'est ce qu'on disait au stream dernier, mais si pour moi, on était un petit peu en retard sur les cartes mères par rapport à d'autres. Après, Asus, eux, ils misent beaucoup sur ça, ça leur sert de vitrine. Je rappelle que Asus, par exemple, ils aiment beaucoup être les premiers partout et être les meilleurs partout. Donc, on connaît surtout Asus de nom. Je parle même pour les gens qui ne se connaissent pas forcément. Mais il y a aussi Gigabyte avec la Tachyon qui est vraiment bon. Mais Messi était vraiment en retrait. Je pense qu'il ne voulait plus tout à fait s'y donner. Et on l'a vu sur AMD, sur les anciennes générations. Je parle pour les X670E et B650, etc. Donc sur AM5. Et Messi, ils avaient, je pense, abandonné. Et l'air de rien, sur les cartes mères AMD de dernière génération, ils ont bien relancé la machine. Je trouve que les cartes mères qu'ils font sont plutôt qualitatives. Et l'air de rien, avec la MSI Z690 M-Power, ils ont tenté quelque part de faire une carte mère performante pour faire d'OC. Je rappelle aussi pour moi, c'est important que... pour moi, c'est un bon indicateur que MSI fasse une carte mère aussi bonne en overclocking à ce prix-là.
C'est-à-dire que MSI sont en capacité de faire des bonnes choses. Après, il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi toutes les features, et puis la fiabilité de la carte mère, etc. qui compte, mais je trouve que c'est plutôt sympa et c'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'overclocking à moindre coût. Ça veut dire que vous pouvez vous permettre d'avoir une carte mère d'overclocking à un prix plutôt abordable et d'éviter d'aller sur une Apex encore qui va vous coûter 2 à 3 fois le prix et qui ira peut-être plus loin, mais qui sera peut-être même plus difficile à aller chercher les limites puisqu'elle va plus loin. Donc en fait, ça vous permet d'avoir un bon rapport qualité-prix et qui vous reste raisonnable si vous voulez apprendre d'OC par exemple. C'est clair. Bon, je vais juste noter un truc sur ce que tu viens de dire. C'est que j'ai pas testé la Empower, mais la Apex encore est justement célèbre aussi parce que c'est des cartes mères qui sont d'une facilité déconcertante pour réussir à overclocker avec. C'est-à-dire qu'elle a une très bonne gestion en auto et qu'elle sait vraiment bien s'adapter. Après, ouais, non, sur ça, je suis plutôt d'accord. La carte mère est plutôt vraiment bonne. Après, pour aller chercher les limites de l'Apex encore, il faut quand même s'y connaître un petit peu, si je puis dire. Mais effectivement, si tu veux aller faire du 8000, celle 36 avec une Apex encore, ça me semble pas très compliqué. Effectivement, par contre, n'oubliez pas un détail. Votre carte mère, ce sera peut-être un facteur limitant, mais pas forcément dans tous les cas, parce qu'il faut que votre IMC, donc l'IMC, c'est ce que le processeur va pouvoir prendre en fréquence mémoire. Si votre IMC sur votre CPU elle est vraiment mauvaise, bah en fait ce ne sera pas votre carte mère qui sera limitante, ce sera votre CPU qui sera limitant pour prendre telle ou telle fréquence de RAM. Donc la carte mère n'est pas forcément toujours un frein. Ça c'est important parce que les gens l'oublient souvent. C'est des fois le CPU. C'est clair. Du coup, bonjour à Max qui nous fait le plaisir de venir malgré que c'est l'heure de l'apéro. Et Roro, du coup, pourquoi éviter les cartes mères MSI quand on sait que... Bon, bien sûr, je dis toujours pas faire de généralité. Il faut parler du modèle et pas de la marque, mais en règle générale, MSI ont quand même toujours fait des cartes mères plutôt sympathiques. Pas forcément les meilleures, mais on a rarement eu des grosses déceptions sur une carte mère MSI. Je suis curieux de voir la raison du... Après, ça dépend. Il y a eu des retours il y a des retours de chacun. C'est comme Asus, il y en a qui ne jurent que par Asus. Il y a encore quelques années, sur certaines Apex ou sur certains modèles, il y avait des problèmes de fiabilité. Mais on a pu aussi l'avoir chez Gigabyte. Donc toutes les marques souffrent à un moment de manque de fiabilité sur certains modèles. Ça peut arriver. C'est clair. Alors, pas mal de potes en quali sur la durée ou même sur les BIOS, elles sont pas top. Bah pourtant MSI est justement réputé pour avoir un BIOS relativement facile et accessible. Et pour ce qui est de qualité ou durée de vie, pardon, j'ai jamais vu de... J'ai jamais eu de plainte à ce niveau-là. Après, je ne dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, mais je suis étonné du commentaire là. Sur AMD, je sais que c'était un petit peu capricieux le BIOS MSI sur AMD, mais suivant ce qu'on voulait faire pour un usage normal, ça allait, mais ça pouvait être un petit peu capricieux. Mais sinon, ça restait plutôt fiable. Je trouve que ce qui est bien sur MSI, c'est qu'au niveau du BIOS, il reste assez, comment je pourrais dire ça, assez simple d'accès pour des débutants, pour des clients lambda sans forcément de connaissances, à la différence de peut-être Asus, où il faut quand même peut-être plus s'y connaître pour pouvoir y toucher. Je rappelle que pour beaucoup de débutants, ce qui rebute dans l'informatique, c'est le BIOS en numéro 1. Pour certains, ils n'iront jamais dans le BIOS de leur vie. Alors qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. On ne casse pas sa carte mère ou son ordinateur en allant dans le BIOS, je rassure. Les MSI démarrent pas sans CG, chose que toutes les autres CM le font. Mon frère a MSI, toutes les femmes... Bah, alors le fait que les ventilos sont HS, je pense pas que ce soit lié au fait que c'est MSI. Et si les cartes mères MSI démarrent sans carte graphique, comme toute autre carte mère, la seule chose c'est que si tu n'as pas de... Comment ? De carte graphique dédiée, je vais dire, donc de partie graphique plutôt pour être correct. Sur ton processeur, tu n'auras pas d'image, mais ça c'est une limitation hardware, ça vient pas de la carte mère. Et si tu n'as pas d'IGP ni de carte graphique, c'est plutôt logique du coup de pas démarrer puisque ta carte mère ne saurait pas te fournir une image.
Donc les autres, si tu démarres sans carte graphique et sans IGP, même si elle démarre, tu n'auras quand même pas d'image. Et oui, salut à Tommy. Salut à Tommy. Mais Toutes mes Asus et Aorus démarrent sans CG, oui, avec un... Oui, mais c'est bien de démarrer, mais si tu n'as pas d'IGP, tu auras quand même pas d'image. Donc ça sert, entre guillemets, à rien de démarrer. ouais, tu peux vérifier si ça boot, effectivement, mais ça s'arrêtera là, quoi. Ça sert pas à grand chose, quoi. Bon, on va passer du coup aux alim Ouais, si vous êtes- Corsair. Alors, la gamme RMX, elle manquait de cette mise à jour. Je rappelle que celle qui avait la mise à jour sur les nouveaux ports, donc PCI 5.0, donc il y avait, ouais, c'est ça, PCI 5.0 et l'ATX 3.0. Celle qui l'avait, c'était les versions RME, qui étaient des versions plus, je dirais, plus bas de gamme que la version RMX. Donc, elles étaient garanties que 7 ans et pas 10 ans comme les RMX. Celle qui avait eu le refresh avec les dernières normes pour les dernières cartes NVIDIA, eh bien, c'était la gamme Shift, les RME que je disais juste avant. Et après, on avait la HX 1500i, donc la grosse alimentation de 1500 watts. Mais la gamme RMX, ça faisait quelques années qu'elle n'avait pas eu de refresh. Et là, a priori, eh bien, Corsair a fait enfin le refresh. Alors, ils l'ont plutôt bien fait parce que là, on part directement en ATX 3.1, donc la norme de 2024, puisqu'en 2023, on était au 3.0. Là, on est au 3.1 pour l'ATX. Et évidemment, on a la norme PCI 5.0 avec ce nouveau adaptateur où en fait, il y a juste une petite modification au niveau du câble pour NVIDIA qui passe en 12V 2x6. Donc en fait, normalement, ça permet d'avoir un câble qui se clipse un petit peu mieux, d'avoir plus de fiabilité au niveau du câble pour éviter tout problème de surchauffe et autres. Ouais, et comme tu l'as dit, je pense que c'était nécessaire d'avoir la mise à jour. Donc la mise à jour principalement, ce qu'on va voir c'est ça, c'est le port PCIe 5. Donc moi je trouve que c'est sympa d'avoir un seul câble directement de l'alimentation à la carte graphique, plutôt que de devoir jouer avec 2 ou 3 whip-ins qu'on doit seulement mettre dans un vilain adaptateur qui repart à la carte graphique. Et alors accessoirement le fait d'avoir l'ATX 3.0, donc même ici 3.1, ça permet une excursion beaucoup plus grande. Donc c'est plus adapté à des pics de consommation. Donc voilà, mais même si en fonction de la configuration ça ne sera pas nécessaire, c'est toujours sympathique, tant qu'à faire. Après, je voudrais noter aussi une chose. Moi, j'ai la RME en 1000 watts. Après, j'en ai une autre, mais pour Bench, j'ai gardé ma RME qui, elle, a été mise à jour en 2023. Et en fait, c'est nouveau chez Corsair, mais même la 1500 watts que j'avais eu à un moment, elles n'avaient pas de PC, elles n'avaient pas le nouveau câble NVIDIA qui était en direct sur la carte, sur l'alimentation. En fait, vous aviez deux PCI normaux qui se branchaient sur l'alimentation et ces deux câbles, ils se croisaient pour finir en un seul long câble avec le 12VH qui se mettait directement dans la carte graphique. Et de souvenir, Corsair était le seul à faire ce genre de câble, alors que tout le monde avait un 12VH alimentation vers 12VH alimentation. C'est ça, Donc, bah, je pense notamment à MSI sur leurs alimentations AG qui sont pas mal du tout et qui eux depuis maintenant quasiment la sortie de cette norme sur les câbles de carte graphique ont une série d'alimentations qui sont en direct sur la carte graphique avec le câble adapté. ouais, moi je trouve que c'est plus fiable, ça permet d'avoir un seul câble, c'est moins de... Après, on reviendra pas sur les défauts ou les dramas qu'il y a eu avec ce câble. On l'avait dit à l'ancien stream, au stream de la semaine dernière, les problèmes de fonte par rapport à ce 12VH venaient très souvent, voire quasiment tout le temps, d'un mauvais câblage. Je rappelle qu'avec les PCI, si c'était mal clipsé, eh bien, on avait comment je pourrais dire ça? On avait, par rapport à la tension et aux watts qui passaient, il y avait beaucoup moins de risques parce que la charge était divisée. Là, si vous avez le câble qui est mal branché, du fait que vous avez tout qui passe dans un seul câble, il y a moins de tolérance. Voilà, cherchez le terme. Sur des PCI, du fait que c'est divisé, vous aviez beaucoup plus de tolérance.
Sur le 12VH, quand il est mal clipsé, il y a beaucoup moins de tolérance. Je rappelle qu'un câble mal fixé ou il est mal connecté, ça peut créer un point chaud. Et ce qui fait qu'à l'endroit où il est mal branché, eh bien ça brûle tout simplement. Sur OCC, il n'y a personne qui a eu de soucis de 4 piles 90 qui brûlait, par exemple. Alors après, Roro, pour la 3090, j'en ai une FE. Donc il y a ce double VH, ce 12 VH. Et en fait, c'est pas un 12 VH, si tu veux, en fait, sur les 3000 FE, c'était une version test du futur 12 VH. Donc en fait, si tu veux, on a la bêta test de ce fameux câble des 4000. Puisque, à la différence du 12 VH qui sur les 4 piles, ce câble que tu as sur les 3090 FE, les 380 FE, en fait, tu n'as pas les petits pins qui permettent de connexion. Donc, tu as les pins pour évidemment fournir le courant, mais tu n'as pas les pins pour. À quoi ils servent ces pins? C'était normalement pour valider que la chose était bien branchée, etc. Parce qu'en fait, sur le 12VH, tu as tes pins de connexion pour fournir ton jus. Et juste au-dessus, on a quelques-uns, mais normalement, c'est juste pour dire que tout est bien branché, etc. C'est une version... ce qu'on a sur les FE, sur les 3000, c'est une version plus allégée. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres questions, Bon, je vous pense pouvez nous les donner. on va pas épiloguer sur le connecteur, on en a déjà pas mal parlé. Plutôt pas mal. Du coup, on va pouvoir passer au Black Widow. Alors, je trouvais que c'était intéressant parce que Razer, depuis quelques années, bah, ils ont tendance à nous faire des claviers qui n'évoluent pas par rapport à ce que propose le reste du marché. On a les marques traditionnelles qui commençaient à mettre le doigt dans le custom, si je puis dire, ou faire du semi-custom, puisque j'appelle ça du semi-custom. Et puis, il y a plein de marques qui ont commencé à apparaître, ont commencé à mettre dans le mal les marques traditionnelles, parce que des prix beaucoup moins chers, avec un meilleur rapport qualité-prix, où tout était customisable, si je puis dire, aussi bien des switches. Et généralement, ce qu'on cherche dans un clavier custom pour la personne lambda, je parlais pour la personne lambda, c'est juste déjà de pouvoir changer les switches, ce qu'on ne peut pas faire sur des claviers comme les Logitech ou comme sur les claviers Razer depuis longtemps. C'est des switches soudés, votre switch il est mort, vous ne pouvez pas le changer. Votre clavier, en l'état, il est mort. Et enfin, Razer s'y met avec ce nouveau Black Widow V4 où on peut remplacer les switches. Voilà. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Enfin, Razer, après plusieurs années, s'y met enfin. Ils veulent copier quand même le Asus ROG Azoth, puisque c'était un clavier qui ressemble plutôt esthétiquement, qui a cet écran LED sur le côté, pour vous afficher quelle musique vous écoutez, pour mettre un GIF. Donc c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt gadget qu'autre chose. Et sur celui-là, on pouvait déjà changer les switches, c'est-à-dire que vous achetiez des Gateron, tout ce que vous vouliez, vous pouvez changer les switches. Et là, Razer le fait enfin. Donc ils arrêtent avec ces switches soudés. Je pense que les marques, au fur et à mesure du temps, vont avoir de moins en moins de claviers proposés avec des switches soudés. Je pense que ça n'a plus trop d'intérêt et que les gens sont plus dans le sens on achète une base et puis on va peut-être la modifier avec le temps, ou si demain on a un souci de fiabilité, on change les switches. Je rappelle que des switches ça coûte entre 20 et 40 euros et vous êtes reparti avec des switches tout neufs sur votre clavier, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de racheter un clavier à 100 euros pour repartir avec un matériel fonctionnel. Ah, Après, c'est le AXS qui vient quand même. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors après, c'est un clavier plutôt de gamme parce que si je me trompe pas, elle est aux alentours de 250 euros. Alors même 350 euros. 350 euros. Donc ah ça, oui, d'accord. c'est malheureusement habituel avec Razer, c'est que les prix sur les claviers sont toujours aberrants. Donc voilà, je vais faire un peu de ma gueule parce que c'est ainsi. Mais pour 350 euros, on a clairement un clavier custom qui sera bien meilleur en qualité de frappe et de son que ce que n'importe quelle marque peut nous proposer actuellement. Je vais appeler ça en tout fait. Par contre, ce qu'on ne retrouvera peut-être pas de ce custom, c'est le petit écran, tout autant que ça serve, hein. Ça, chacun aura son avis sur la question, mais comme tu l'as dit, c'est très gadget.
Et alors, on a bah, la batterie de 2100 heures. Le fait qu'il soit en sans fil ou Bluetooth. Bon, maintenant, on a pas mal de claviers qui sont dispo avec le tri-mode, comme ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire soit en sans fil via un petit dongle USB, soit en filaire, soit en Bluetooth. Je rappelle que le plus performant, c'est avec le dongle. C'est ce qui vous garantit d'avoir le moins de latence, donc d'avoir le plus de performance. Dès que vous allez être en Bluetooth, ça vous permet d'éviter de vous balader avec le dongle si vous devez vous déplacer avec votre clavier, ce que j'ai du mal à croire. Avec le Bluetooth, vous allez tout de suite avoir beaucoup plus de latence et potentiellement peut-être avoir des informations qui ne vont pas s'envoyer correctement, donc avoir, si vous voulez, moins de performance. Donc toujours utiliser le dongle, je le rappelle. Effectivement, la plupart des claviers maintenant sont proposés comme ça. Je rappelle aussi maintenant, parce que beaucoup ont tendance encore à le croire, c'est que actuellement, avec dongle, vous avez moins de latence qu'en filaire. Parce que depuis déjà plusieurs années, tout le monde mise sur le sans-fil. Il y a eu des améliorations massives sur le sans-fil, ce qui fait que maintenant, le sans-fil est plus performant que le filaire. Donc, ne vous dites pas, j'achète un clavier filaire parce que c'est plus performant, parce que avec fil. Non, c'est faux maintenant. Il y a quelques années, ce que je disais, c'était pas vrai, mais maintenant, c'est vrai. Le sans-fil est plus performant, à condition d'utiliser le dongle, toujours. Là, je regarde sur le chat, mais de toute façon, le Bluetooth, ils le mettent parce que voilà. Mais comme tu viens de le dire, c'est vraiment une plaie à éviter. Et alors, XS, les souris Razer sont en règle générale plutôt bonnes. Même le clavier, on n'a pas dit qu'il était mauvais. Ce que je veux dire, c'est surtout que pour son prix, bah voilà, tu peux avoir mieux quoi. Ça, c'est J'avoue que ça toujours un peu coûte. le souci. On l'a vu aussi sur le dernier ROG Azoth, on en avait parlé, qui est pas mauvais foncièrement, mais qui est aussi à un prix qui, voilà, Ah, qui sort un peu trop des normes quoi. le ROG Azoth, moi je l'ai personnellement, je l'ai complètement modé. Au départ, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas transcendant, quoi. Pour le prix, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix. Alors après, il est sympa, la construction elle est sympa, il y a zéro latence dessus parce qu'ils ont vraiment misé au niveau du PCB, c'est ultra qualitatif. Mais les switches d'origine sont pas bons, je le dis très honnêtement, ils sont pas bons. Les keycaps ils sont en ABS donc ça marque tout le temps. Dès que vous allez les utiliser, vous allez avoir cet effet huileux. Donc je trouve qu'à ce prix-là, à plus de 200 €, mettre de l'ABS en switch, en keycaps, pardon, je trouve ça un petit peu aberrant. Donc en fait, je dirais que c'est un bon clavier, mais il faut changer les switches, il faut changer les keycaps. Donc tout de suite, ça commence à rajouter un surcoût sur un clavier qui coûte déjà tout de suite plus de 200 €. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais bon. Donc il y a d'autres marques qui le font très bien. Je pense à Keychron, si je ne me trompe pas, qui fait des très bons claviers. Ouais, Keychron, c'est vraiment de très très bons Keychron, claviers. Moi, c'est pas les meilleurs, c'est pas forcément les meilleurs rapports qualité-prix, mais ils sont très bons. Et j'ai tendance à les recommander, c'est aux personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup en clavier et qui veulent soit un bon clavier tout fait, soit faire un custom, je vais dire en mode facile. Et pour ça, Keychron, c'est très facile de les acheter parce qu'ils ont un site en Europe. Ils sont dispo sur les sites de revendeurs. Ils ont des prix qui sont abordables. Ils ont plusieurs gammes avec plusieurs tailles et plusieurs sortes de qualité, je vais dire. Donc ils ont vraiment un catalogue qui est très très complet, qui est facilement accessible. Et c'est de la qualité. Donc oui, on peut trouver mieux. Oui, on peut trouver moins cher qui fera pareil, mais pas énormément. Et surtout, niveau facilité, c'est pour ça que je les recommande. Attends, je vais te l'écrire dans le chat si tu veux, Keychron, parce que c'est vrai que c'est un nom assez... assez spécial. Et donc vous avez plein de modèles différents. Vous allez retrouver du 60, du 75%, du 100%. Vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limite. Et ils ont sorti aussi un Hall of Frame. Donc vous savez, c'est la technologie qui vous permet de faire plusieurs actions en une. Si je me trompe pas, c'est ça. Et celui qui propose ça, qui est le plus connu, c'est Booting. Et Keychron sorti un modèle équivalent en termes de technologie avec un bundle, je vais dire, plus qualitatif, puisque toute la caisse est en acier. Il y a un meilleur niveau de finition et en termes de performance, ça se rapproche très fortement du Booting. J'avais regardé quelques tests
Et voilà. Ça vous donne une idée, ils font un petit peu tout ce que vous voulez, aussi bien du traditionnel en clavier que des choses, je veux dire, plus futuristes, plus dans l'air du temps au niveau des performances. Ouais, bah on va pas trop s'attarder là-dessus non plus. Voilà. Maintenant, je sais pas. Si jamais ça intéresse du monde, on pourrait regarder à dédier un petit stream à côté ou alors une vidéo sur les claviers parce qu'il y a beaucoup à dire, je pense. Surtout que le marché est en train de pas mal évoluer pour le moment. Bah, le custom, on y va de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et puis, on pourrait même montrer, il y a des modes très simples. Il y a le mode tempeste qu'on peut faire sur un clavier. Le mode tempeste, c'est vous allez mettre une sorte de gros scotch sur votre PCB. Ça va permettre d'avoir plus de résonance, d'avoir un bruit un petit peu amélioré, etc. Il y a plein de choses à faire sur le custom. Donc, ouais, si ça vous intéresse, dites-le nous. Et puis, on peut proposer quelque chose sur les claviers custom. Oui, donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. C'est quelque chose qu'on peut regarder. Oui, bah effectivement, avec un clavier Corsair, si tu prends un custom, tu verras la différence. Mais ça, n'hésite pas à demander sur le Discord quelques conseils, hein, si jamais tu y regardes. Et en attendant, on va parler d'un ancêtre qui est ressorti de je ne sais quel fond de tiroir. Ouais, ça n'a vraiment aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que une RX 580, bah, ça date de 2017. C'est quand même une carte graphique qui a 7 ans. euh, qui se place au niveau du 1060. Si je me trompe pas, je suis Gus. Ça doit être, Oui, c'est donc ça à on peu est près. un tout petit peu au-dessus du 1060, on est au niveau du 980. D'accord. Pour ceux qui se souviennent encore de tout ça. Donc ça vous donne une idée. Donc je ne sais pas trop pourquoi Biostar ont sorti ça. S'est dit, bon, en 2024, on va sortir une carte graphique qui a 7 ans. Alors déjà, je suis même étonné qu'ils ont encore des puces de 589. Pour faire ça, c'est qu'elles sont neuves. Donc ça me choque un petit peu. Je ne sais pas d'où sort ce stock. Elles sont blanches. Moi, je pense que c'est plutôt des cartes graphiques, donc plutôt pour faire juste de la bureautique, pour faire du dépannage, si je puis dire. Ça fait une carte graphique qui permet d'avoir un affichage, etc. Je vois pas trop l'intérêt de cette carte, même pour des budgets plutôt faibles. Je pense qu'il y a des bien meilleures alternatives d'occasion au même prix. Je ne sais pas si on sait le prix de cette carte, mais je pense qu'elle va être plus chère que des produits d'occasion beaucoup plus performants, j'en suis sûr, puisque généralement quand on achète neuf, ça coûte beaucoup. Donc en fait, je vois pas l'intérêt du placement de cette carte graphique, à moins que vous ayez des idées. Moi, je pense que plutôt ça va être une carte pour faire de la bureautique et du dépannage, si on a un souci avec son PC, etc. Je ne sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Je, je suis plutôt surpris. Mais j'ai l'impression que chez AMD, on est plutôt habitué à essayer de recycler du matériel vieillissant. On le voit avec les CPU. Avec AM4, on sort toujours des nouveaux processeurs AM4. Et puis là, on nous sort des nouvelles cartes graphiques qui ne sont pas des nouvelles cartes graphiques. C'est des anciennes, mais avec un petit look modernisé, quoi. Bah, c'est clair que c'est très surprenant de voir une carte graphique du genre sortir actuellement. Mais bon, voilà. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je suis un petit peu étonné. Donc oui, c'est... Bon, je pense que là c'était juste pour la petite news histoire La petite news marrante, de parce que mettre tout le monde au courant, mais c'est très particulier comme sortie, on va dire. C'est pas ce qu'on attendait en carte graphique chez AMD. moi, j'avoue que c'est un petit peu étonnant. Ah, du coup, Bah, ça après les par cartes contre, graphiques, on l'attend un peu plus. on va parler des cartes mères. Donc, les cartes mères, les tests de ces cartes mères, en tout cas les publications des tests arriveront le 24 octobre et on aurait les previews le 10, donc le 10 octobre, où en fait chacun déballera. Donc, ce sera à ce moment-là que le NDA sera tombé, en tout cas pour révéler l'esthétique et le déballage de ces nouvelles cartes mères. Donc vous voyez, ça va plutôt vite arriver, puisque dans même pas un mois, on va avoir enfin les tests de Harolec. Donc, on n'a jamais été aussi proche, évidemment. Je pense qu'on l'attend tous. Ce qui est assez étonnant, c'est quand même que les marques, l'air de rien, ont montré leur carte mère assez tôt
par rapport à la sortie d'Arolec, puisque ça, on le sait depuis les grandes vacances, c'est depuis juillet, août, ces cartes mères. Les marques l'ont montré, ils ont juste montré, on ne savait pas le plein potentiel pour accueillir donc ces Core Ultra 9, ce Core Ultra 7 et ce Core Ultra 5. Mais il y a une marque qui, elle, a priori, a leaké ces informations sur sa carte mère, donc sur la news suivante, puisqu'elle est complémentaire à celle-là. Donc, avant ce 24 octobre de test, l'Asrock Z890 Teishi, elle a leaké sa fiche de spec, tout simplement, puisque, a priori, on retrouve un petit peu toutes les technologies qu'on a pu avoir l'habitude sur la 14e, la 13e et la 12e génération. Sauf que ce qu'on peut noter, à la différence de la 13e ou 14e génération, c'est que là, eh bien, cette carte mère prend max frec 9200 et plus. Mais au moins, elle prend 9200. Alors, c'est sur un channel et sur un stick de RAM. C'est ce qui est important à prendre en compte. Comment on le sait, puisque le 1 channel, il est signifié par le 1 DPC et le stick, il est signifié par R. Donc là, vous avez un R. Donc, a priori, ça prend un 9200 max, tout du moins sur la Teishi, sur un stick. Voilà. Donc un stick, c'est pas du tout performant, c'est purement pour faire du max frec. Donc là, c'est d'ailleurs assez rare, je pense, de voir ça chez un constructeur. Mais ils annoncent une max frec supposée d'usine. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et par contre, du coup, si on regarde le 1DPC2R, donc là on parle de un channel avec deux sticks, ce qui est le cas d'usage de beaucoup de personnes. Donc là, ils sont annoncés à 6800 MHz et plus en OC. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus classique qui correspond plus à ce qu'on a pu voir sur les cartes mères 4 DIM de ces générations-ci. De toute façon, c'est la Teishi classique, puisque je rappelle que ASRock a changé sa nomenclature. Dès que vous allez rentrer sur la gamme Teishi, vous allez avoir que du haut de gamme. Donc vous allez avoir la Teishi Aqua. Avant, en carte mère, vous aviez Z690 Aqua. Aqua, c'était telle carte mère. Et bien, au final, maintenant, ils ont voulu faire un petit peu comme Asus avec la gamme Strix ou Crosshair. Euh, la Teishi, si vous voulez, vous allez avoir Teishi qui va suivre. Teishi, et après vous allez avoir OCF. Donc OCF, c'est leur carte mère équivalente à une Apex. C'est une 2 DIM, c'est fait pour d'overclocking hard. Là, c'est la Teishi normale, donc ça sera une 4 DIM. C'est aussi important à prendre en compte, puisque il ne faut pas s'y perdre. On n'est pas sur la version Teishi OCF, qui elle sera en 2 DIM et qui va prendre beaucoup plus de fréquence mémoire. Là, on sera sur la 4 DIM classique, donc qui prend beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'en MaxFrec, les nouvelles cartes mères pourront prendre 9200. Moi, je trouve ça plutôt balèze. Parce qu'on n'a jamais vu de carte mère affichée, même si c'est sur un slot de RAM et sur un stick, du coup, autant de fréquences mémoire. Donc, c'est plutôt comment je pourrais dire, intéressant et puis aussi, on peut dire rassurant sur la RAM pour la prochaine génération de l'Intel. Intel va continuer encore à avoir des gains significatifs sur la fréquence RAM. Et ça, c'est très, très cool. Donc, Oui, bah à moins que le vous... 9200 en max frec c'est sympa. Par contre, le 6800 en double stick est tout de suite plus calmant. Mais bon, je sais pas si ça indique quoi que ce soit sur les processeurs parce que comme tu l'as dit, on parle d'une carte mère qui est pas prévue pour l'overclocking. Oui. Donc voilà, je pense que c'est pas sur ça qu'il faut se baser et se fier pour les capacités d'overclocking à venir. Eh bien, du coup, en parlant de 9200 de fréquence mémoire, on va parler de Asgard qui, elle, annonce une RAM à 9600. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il y a un problème, c'est pas possible. Alors, c'est une marque que je connais pas, c'est une marque chinoise. C'est une marque qui n'est pas intervenue en Europe. Il n'y a pas que Asgard qui a annoncé ça, il y a aussi d'autres marques chinoises qui annoncent des grosses fréquences. Et là, de rien, on se dit, mais où sont nos marques habituelles? Je pense à G-Skill, je pense à Corsair. Donc, toutes ces petites marques annoncent des kits RAM. Alors, ces kits RAM à 9600, même j'en ai vu un à 10 000, c'est des kits en QDIM. Donc, c'est des kits un petit peu spéciaux, à voir ce que ça va donner.
Le QDIM, j'ai essayé de me renseigner un petit peu. Le QDIM, c'est quelque chose qui permet d'avoir plus de bandes passantes. Mais est-ce que c'est plus facilement stable? Est-ce que au final c'est moins performant? Est-ce que par exemple ce 9600 sur ce QDIM équivalent peut-être à 8000 sur nos kits mémoire habituels, j'en sais pas vraiment de plus. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais l'air de rien, on va enfin franchir le cap des 10 000 et ça c'est très très sympa. Parce que là depuis quelques temps, l'air de rien, on, on est vers les 7000, 8000 mais on reste que dans cet intervalle de fréquence. Là, on viendrait enfin remonter la limite. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces fréquences, de ces kits mémoire à plus de 9600? Ça prend quand même 1,5 volts, hein. C'est quand même plutôt costaud, hein. Oui, bah maintenant on va quand même noter aussi que sur AMD avec les Ryzen G, on peut déjà taper du 10 000, 10 200 sous air avec les kits de RAM qu'on a actuellement, hein. Donc bien sûr les timings ne sont pas très bons, c'est pas quelque chose qu'on utiliserait forcément pour un usage quotidien, mais c'est déjà faisable. Oui, c'est déjà faisable. Je rappelle qu'un bon kit à die, il peut aller chercher 10 000. Après, est-ce que ça, il sera stable? C'est une autre chose, mais en tout cas, il pourra booter à plus de 10 000, ça c'est sûr. Effectivement, sur les APU AMD, parce qu'ils ont un bon IMC, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui compte, effectivement, ça va être votre RAM, ça va être votre carte mère pour avoir la capacité d'aller jusque-là, mais surtout, celle qui sera un frein, bah, c'est est-ce que l'IMC le prend? Et je pense par rapport à une gênée, si vous avez un processeur AMD normal, ben, vous allez arriver à la limite de 8000, vous ne pourrez pas aller plus loin, je parle sous air, mais vous allez stacker là, alors que si vous avez un APU de dernière génération AMD, vous allez pouvoir monter à 10 000. Donc vous voyez, juste avec un IMC, vous allez pouvoir gagner 2000 de fréquence. Après, l'IMC des APU, c'est ces processeurs en G, c'est des processeurs un petit peu spéciaux. Voilà, c'est très spécifique. Mais vous avez quand même une augmentation de 2000 de fréquence, en passant d'un normal à cet APU. Oui, Oui, bah, l'IMC est les très APU très sont important. vraiment très très costauds sur la RAM, mais malheureusement, ils perdent un peu le reste sur la performance des cœurs. Et du coup, je réagis à ce que Tommy dit. Actuellement, les CPU qu'on a ne font pas tourner du 9600 XMP, aucun CPU. Et même les APU chez AMD qui tapent du plus de 10 000 en overclocking manuel, je doute très fortement qu'ils gèrent du 9600 en XMP. Tout simplement parce que c'est gigantesque. Du 9600 réglé manuellement, bien sûr. Du 9600 XMP avec des valeurs d'usine qui ne peuvent du coup pas être appliquées sur tous les processeurs, puisque on le sait, en fonction du processeur et du kit de RAM, chaque réglage sera différent. Là non, clairement, on n'y est pas encore. Mmh. Donc voilà, bon, ça c'est aussi une petite news comme ça. Maintenant, à voir déjà si le kit va arriver jusqu'à nous, ce genre de kit. Ah, salut Dauphin. Ah, salut, ouais. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir reparler un peu d'Arrow Lake, hein. Ça, c'est probablement ce qui est le plus attendu dans les sorties à venir. Je pense que c'est effectivement ce qu'on attend le plus. Après les déboires de Intel sur la 13e et la 14e génération, on s'attend à un Arolec très performant. On a eu quelques leaks qui sont passés, qu'on avait déjà évoqués en stream, que vous avez peut-être pu voir si vous suivez l'actualité. Arolec quitte l'hypertrading, donc on aura des processeurs sans hypertrading, avec une vraie révolution technologique par rapport à ce qui se faisait anciennement. Donc on peut s'attendre à des beaux gains. Aussi des beaux gains, je pense, en fréquence RAM avec ce qu'on a pu voir. Il y a des choses en tout cas, qui donnent des informations plutôt intéressantes. Donc c'est plutôt à voir. Évidemment, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui vont tomber. Normalement, et je le rappelle, les previews des cartes mères, ça sera le 10 octobre et les tests sortiront le 24 octobre de Harolec. Donc Bah oui. voilà.
En tout cas, je Mm. pense que ces processeurs, clairement, sont attendus. Ça devrait annoncer des choses sympathiques à venir dans les prochaines années. Je vais remettre, hop, le petit récapitulatif pour ceux qui l'auraient oublié. Donc ça, c'est le petit récapitulatif, puisque sur la news d'après, on a le gros récapitulatif qui vient, a priori, euh, montrer tout ce qu'il va y avoir sur la fiche de spec des différents processeurs. On a donc là, voilà, on a la liste complète avec tout, tout, tout. Donc on garde ce qui se faisait sur la 13e, la 14e génération. Le i9, ça sera un 24 cœurs, 8 P-core, 16 E-core. Le i7, on garde les vainqueurs comme le 14700K ou KF. Vainqueur avec 8 P-core, 12 E-core. Le i5, lui, sera 14, 6 P-core, 8 E-core. Et on va garder ces déclinaisons KF où on n'aura pas d'IGPU. Alors, je réagis par rapport à ce que Tommy nous dit dans le chat. Intel ont déjà communiqué sur ça. Donc, il parlait des soucis de stabilité, dégradation, etc. Intel ont déjà communiqué sur ça en disant qu'il fallait pas s'inquiéter et que les prochains CPU n'auront pas ce souci, que c'est certain. Donc à ce niveau-là, pas d'inquiétude, tout va bien. Ouais, le problème serait réglé, en tout cas pour la prochaine génération. Alors, ce qui est quand même important de noter, je trouve que c'est plutôt important, c'est qu'on garde évidemment les TDP de la 13e et 14e génération. Et je rappelle quand même que le maximum turbo power, il sera à 250 watts, comme l'ancienne génération. Par contre, on voit qu'il y a une baisse des fréquences. Oui, bah maintenant Si je- les fréquences, comme on le sait, ça ne fait pas tout au niveau de la performance. Oui, ça peut être, je vais dire, dérangeant quand on sait que sur les dernières générations, les i9, ça poussait très très fort en termes de fréquence. Mais je pense pas qu'il faille s'en inquiéter par rapport à la performance. Ça va pas. De toute façon, comme j'aime le dire, s'ils font ça ainsi, c'est pour une raison. Et oui, effectivement, si Monsieur Intel l'a dit, c'est que ça devrait être bon. Mais oui, ça, les soucis, je pense que peu importe ce qu'ils ont pu communiquer dessus, pour moi, les soucis, ils étaient connus depuis un moment. Ils savent d'où le problème vient et ils ont surtout trouvé comment l'empêcher. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas revoir sur les prochaines générations. Et ça serait tout dans leur intérêt quand on voit les soucis qu'ils ont eu sur ces CPU-ci. Je pense pas qu'ils aient envie de recommencer, hein. Bah, de toute façon, moi, je pense que ça va être une bonne génération. On a une augmentation sur le cache, que ce soit en L3 ou en L2. On a une légère baisse de fréquence, mais je pense que si ça permet d'avoir plus de stabilité et arrêter avec ces problèmes, tant mieux. Effectivement, comme Shungus l'a dit, la fréquence, ça ne fait pas tout. On garde le même TDP. Par contre, on a une vraie révolution au niveau d'architecture. Effectivement, on garde l'architecture hybride avec les P-Core et les E-Core. Par contre, sur toute la techno derrière, avec l'hypertrading, etc., on a une vraie révolution et on a une vraie cassure avec ce qui se faisait traditionnellement. Et l'air de rien, ce qu'il faut quand même noter chez Intel, c'est que Intel, ils sont quand même à l'initiative de nouveautés sur les processeurs avec l'architecture hybride. AMD va commencer à s'y mettre et commence à s'y pencher fortement avec ses gros cœurs et ses petits cœurs. On peut déjà le retrouver chez AMD. Je ne sais plus c'est sur quel type de processeur chez AMD, mais ils le font déjà, l'hybride. Là, Intel ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent encore proposer une cassure avec ce qui se faisait traditionnellement. On arrête l'hypertrading. J'ai l'impression qu'Intel, sur ça, sont toujours quand même en avance, l'air de rien, par rapport à ce que peut proposer AMD. La seule chose que AMD a proposé, mais qui n'est qu'une évolution et une amélioration à court terme, c'est le 3DV Cache. Mais le 3DV Cache, il a ses limites. AMD le sait déjà, l'a déjà dit qu'il était quand même limitant à certains moments et qu'à un moment, il faudra trouver d'autres choses pour augmenter les performances. 3DV Cache, il est fait que pour le jeu quand même, il faut quand même le rappeler. Alors qu'Intel, ils sont vraiment dans une cassure complète et je trouve ça plutôt intéressante. Après, il faut pas qu'il y ait de problème d'instabilité, pas de puce qui meurt bizarrement. Euh, voilà. Alors après, Tommy, le retour de. Je ne sais pas s'il fera son retour sur Intel.
Il l'a quitté parce qu'a priori, il avait du mal avec l'OCRAM sur Intel. J'ai quand même du mal à l'entendre. Et qu'il avait plus de facilité sur AMD. Pourquoi pas? Au départ, c'est ça l'idée, hein. Ah, c'est ça l'histoire. Par contre, par rapport au fait que le grand public n'est pas au courant, je pense justement que le grand public est largement au courant des soucis qu'Intel a eu. Quand on voit le bordel que Gamer Nexus en a fait, et voilà, on a vu d'autres. Je pense qu'un peu tous les gros youtubeurs ont mis leur grain de sel à un moment ou à un autre. Mais vu le nombre de vidéos, d'articles et de tout ce genre de choses qui a tourné sur le souci, toute personne dans le domaine qui cherche un minimum à se renseigner est au courant du problème. Et puis, il faut pas aussi oublier le bouche à l'oreille. Le bouche à oreille, ça veut dire que le nerd, comme tu dis, bah, il va en parler à ses copains, quoi, qui eux ont un PC juste pour jouer, mais qui s'y intéressent pas plus. Et l'air de rien, il y a pas mal de gens qui parlent, qui disent ah bah tu vois Intel c'est plus aussi bien qu'avant. Donc il y a aussi tout ça et le problème de Intel c'est qu'ils n'ont pas su arrêter la vague, quoi. Et la vague leur a fait quand même pas mal de dégâts. Après Intel ça reste Intel, faut pas abuser non plus. Je suis pas trop inquiet pour Intel. Je pense qu'ils vont nous faire une bonne génération. De toute façon, il y a une vraie carte à jouer, puisque Zen 5 n'est pas aussi performant, qui est aussi performant que ce qui a été prédit par AMD. Donc au final, on a plutôt chez AMD des CPU qui stagnent en termes de performance, en termes de technologie. Donc Intel a une vraie carte à jouer en termes de performance. Mais après, on dit ça à chaque génération et à chaque fois, chaque marque, au final, on ne sait pas pourquoi, ils nous sortent une nouvelle génération, c'est pas ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils s'ouvrent une porte l'un l'autre en se disant, ben, là, on a fait un petit peu de la merde et grosso modo, bah, l'autre, il a de quoi performer, mais il ne performe pas non plus. Donc au final, on a quelque chose qui stagne. Là, je pense que ça va être tout autre chose. Voilà, en tout cas, on attend Arrow Lake avec impatience et je pense qu'on fera peut-être un stream débrief spécial sur Arrow Lake. Je pense que ça va être très intéressant. Ouais, ça peut Voilà. valoir la peine d'avoir quelque chose de dédié où on part vraiment en profondeur là-dessus. Mais Du avant de coup, parler d'Arrow Lake, on peut aussi parler déjà qu'ils ont des petits soucis avec la génération actuelle qui va se faire remplacer le mois prochain. C'est qu'il y a eu tellement de problèmes, il y a eu dû avoir aussi tellement de demandes de RMA bah, qu'ils n'ont plus de CPU tout simplement. Ils n'ont plus de CPU. On l'avait déjà sur le Discord OCC, mais sur aussi d'autres Discord qu'on partage avec Chungus. On avait eu des personnes qui avaient fait des retours de RMA euh, sur leur processeur Intel. Et Intel leur disait, ben, si on n'a pas votre référence, on vous enverra un produit équivalent. Donc, par exemple, alors équivalent pour Intel, par exemple, vous avez un 13900 KS. Donc, c'est une puce normalement bin d'un 13900K classique. Eh bien, c'est simple. S'ils n'avaient pas de 13900 KS, s'ils n'avaient pas de 13900K, ils pouvaient vous envoyer un 13900. Un 13900 classique, bloqué à 65 watts. Parce qu'ils n'ont pas les processeurs. Et ça, c'est plutôt aussi important d'en parler. C'est qu'a priori, alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils n'avaient pas de stock? Ou est-ce qu'ils avaient du stock, mais il y a eu tellement de demandes de REMA qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir remplacer le matériel. Et au final, ce matériel pas remplacé, bah, il vous propose des processeurs soi-disant équivalents, mais où vous êtes perdant. Peut-être dans certains cas de RMA, vous êtes gagnant, j'espère. Mais c'est quand même inquiétant. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un CPU Intel ici ou quoi? je réponds à Naboraban. Le arnaque, je ne sais pas, mais oui, Intel ont très mal géré le RMA par rapport à toute cette affaire. Et ça, de nouveau, on en avait déjà parlé, donc on va pas épiloguer. Mais Intel ont clairement mal géré déjà la communication autour du souci dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, en règle générale, ils ont mal géré le RMA. Très mal géré. Oui, le KS, il coûte 150 euros de plus qu'un non-KS. C'est censé être une puce bin, hein. Pré-bin. Ça reste rien devant un binage fait manuellement, si je puis dire. Mais oui, ça coûte beaucoup plus cher un KS. Donc, c'est-à-dire déjà, euh, s'ils ont plus de KS, tu vas te retrouver avec un K normal qui coûte 150 euros de moins en termes de prix d'achat neuf.
Et s'ils n'ont pas de K ou de KF, puisque c'est la même chose, sauf que tu n'as pas d'IGPU, mais beaucoup de gens maintenant achètent le KF parce que ça ne les intéresse pas, les GP. Et ben, s'ils n'en ont pas, tu peux te retrouver avec un 13900 qui lui sera limité à 65 watts et qui n'a pour moi rien à voir avec un 13900K. Quoi. Ça n'a rien à voir. Exactement. Exactement. Donc, en fait, on peut quand même se poser plusieurs questions. C'est comment c'est possible, quoi. De toute façon, moi, pour moi, il y avait un indicateur qu'on peut discuter, c'est que le RMA de chez Intel était très fastidieux. Ça veut dire que si vous vouliez faire demain un RMA chez Intel, ou si vous devez en faire un, pour ceux qui sont sur le stream et qui potentiellement doivent en faire un, ben, ça va être très compliqué. Ils vont vous poser mille et une questions, ça va être un grand carnage, ils vont vous demander un protocole de test avec plein de tests, donc des rapports de tous ces protocoles de test avec des screens, etc. Vous allez devoir faire plein de choses pour au final enfin passer au RMA où ils vont dire bah, on te change le CPU ou pas. Donc en fait, ça va durer très longtemps, ça va être très compliqué pour beaucoup de gens qui s'y connaissent pas forcément, et au final, ça va décourager beaucoup de gens. Pourquoi ce RMA-là, il est rendu compliqué bah, peut-être parce qu'en fait, ils savaient déjà depuis déjà quelques temps qu'ils n'avaient pas les stocks. Et qu'en fait, cette news qui nous dit qu'ils n'ont pas de stock, bah, qu'Intel, ils le savent très bien et qu'ils ont rendu la chose compliquée pour en faire le moins possible. Et à un moment, alors, je suis désolé, quand vous avez acheté un processeur à 400-500 euros, même si on s'y connaît pas, on est prêt à tout pour, pour l'échanger, quoi. Donc le mec qui s'y connaît pas forcément, il va tout faire pour s'y connaître un minimum et pouvoir réaliser les tests demandés dans le cadre de ce RMA. Donc moi, je trouve ça plutôt inquiétant. C'est encore des news, on va dire, un petit peu sombres pour Intel, en espérant que ça va s'arrêter parce que ça peut pas durer, quoi. Là, ça commence à faire beaucoup, quoi, mon dit. Bah, c'est limite, c'est très limite. Ouais, bah, Après, le RMA, ça a vraiment posé souci hein, pour le coup sur leur truc. après, il n'y a pas qu'Intel qui est compliqué sur le RMA, hein. Il y a beaucoup de marques hein, qui sont compliquées sur les RMA. Mais là, effectivement, pour Intel, c'est la douche froide, quoi. Après, à voir. Ouais. Oh, mais c'est assez ridicule. Ouais, ouais, non, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on va falloir s'y habituer. C'est pour ça qu'on va passer à la news suivante. Vous allez voir dans les pratiques commerciales trompeuses ou limite, il n'y a pas qu'Intel qui sont dans la sauce. On peut parler aussi de Nvidia. Pourquoi? Tout simplement parce que je rappelle qu'il y a eu des problèmes sur la GDDR6X. On en a parlé, je crois, il y a déjà 2 streams, donc il y a peut-être à peu près 2 semaines. Et en fait, il y avait un problème de GDDR6X. Et du coup, ben, il fallait trouver une solution pour remplacer cette GDR6X. Elle ne sera pas remplacée sur les modèles plus haut de gamme, parce qu'il ne faut quand même pas abuser, si je puis dire, mais on la retire sur le modèle le plus bas de gamme qui l'utilise. Je rappelle que les 4060, 4060 Ti utilisent de la GDR6 normale. La GDR6X, elle commence à la 4070 et elle va jusqu'à la 4090. Donc, le plus bas de gamme qui l'utilise, si je puis dire, c'est la 4070. Du coup, plus de GDR6X, eh bien, on va mettre de la GDR6 normale sur la 4070. Je rappelle que c'est moins performant, que ça coûte moins cher. Par contre, Nvidia continue à vendre ses cartes graphiques au même prix que celle équipée de GDR6X. Donc au final, vous avez un produit légèrement différent, légèrement moins performant, mais au même prix. Oui, Donc, donc ça, bah, je pense qu'on peut utiliser l'autre article pour parler un peu de la performance. Mais bon, bien que la mémoire, ça soit clairement pas le point le plus important pour la performance, c'est quand même une diminution de performance. Et comme tu l'as dit, le plus gros souci, en dehors du fait que la performance diminue, c'est que le prix n'a pas changé. alors qu'on est sur quelque chose qui est légèrement moins performant, mais qui coûte aussi moins cher. La GDR6, ça coûte moins cher que la GDR6X, et pourtant c'est toujours le même prix. Donc à un moment, on se demande un petit peu où on doit se placer, nous, en tant que consommateurs. Et moi, ce que je note avec ce qui se passe pour Intel, c'est pour ça que je vous pose la question un petit peu,
c'est clair de rien maintenant, il faut s'y connaître de plus en plus, il faut s'intéresser de plus en plus, parce que je vais dire, les bêtes noires, ou ce qui peut se passer chez certaines marques, voire chez toutes les marques de hardware, aussi bien pour les processeurs que les cartes graphiques, etc., eh bien, il faut faire attention parce que, eh bien, il y a des choses qui sont trompeuses. On va s'arrêter là, évidemment, dans les propos, mais qui sont trompeuses. Et en consommateur, si on s'y connaît pas, ben, on peut se faire, entre guillemets, avoir. Et je trouve pas ça, je trouve pas ça normal parce que toutes ces cartes graphiques, les 4070, etc., la plupart des gens qui les achètent quand même dans les temps, en réalité, c'est des gens qui s'y connaissent pas forcément. Ils veulent juste un ordinateur pour jouer, et puis c'est tout. Et puis tant qu'on appuie sur le bouton Start et que l'ordi s'allume et qu'ils savent allumer leur jeu, c'est tout. Mais je trouve ça un petit peu dommage de tromper les gens. Voilà, c'est vraiment dommage. Oui, mais comme dit Tommy, malheureusement, ça fait. C'est pas la première fois que Nvidia pratique ce genre de choses. Mais voilà, pour moi, ça reste problématique. Et en dehors du fait qu'ils ont changé la mémoire, en fait, pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est même pas tellement le fait, surtout quand on sait qu'on arrive, je vais dire, en fin de génération, plus ou moins, tout doucement, c'est même pas tellement le fait d'adapter la mémoire, c'est surtout de pas énormément communiquer là-dessus. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui ne cherche pas forcément à se renseigner n'aura pas l'info. La performance diminue, mais le prix ne change pas. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas au courant de l'affaire, s'il veut se renseigner un minimum, il va aller chercher un benchmark. Il va voir, ah bah c'est bien, ça performe pas trop mal. Mais ce qu'il sait pas, c'est que la performance qu'il voit n'est plus celle qu'il va réellement avoir. Voilà. On a Evan qui nous fait une petite blague. Ah, effectivement, la GDR6, ça chauffe moins, quoi, mais ça s'arrêtera juste à la chauffe de la puce, quoi. C'est assez ridicule. C'est pas la puce, hein, c'est le. Enfin, si tu Oui, la parles de la puce, mais bon. puce RAM. Et effectivement, la GDDR6 est moins problématique que la GDDR6X sur la chauffe. Maintenant, il faut savoir que les cartes graphiques, la plupart, gèrent la vitesse des ventilos non pas sur la température de la mémoire, mais bien du cœur. Donc ça n'impacte pas vraiment le bruit. Et effectivement, Ah comme ouais, dit Tommy, si c'est pour faire une déclinaison différente, ils auraient peut-être dû adapter le nom, quoi. après, alors après, on en parlera pour la semaine prochaine. Je suis un petit peu en avance puisque c'est tombé aujourd'hui. Mais en fait, c'est plutôt pour finir les stocks parce que je rappelle quand même que les 4090, par exemple, vont arrêter d'être produites le mois prochain. C'est-à-dire que la 4090, en octobre, fin de production, c'est fini, on n'en parle plus. Donc au final, je pense que là, ils ont pas cherché de solution pour la GDR6X parce qu'on est en fin de génération et qu'il fallait trouver une solution rapidement. Donc, la GDR6, on pouvait la trouver facilement. On finit les stocks de 4070 avec ça, et puis basta. C'est plutôt comme ça que je vois la chose. Puisqu'à 4090, ça allait arrêter le mois prochain. Donc on pourra se poser différentes questions, mais ça interviendra au stream prochain. Est-ce que ça va augmenter les prix, etc. Ça vous donne déjà des idées pour le prochain stream. Mais moi, je pense que c'est surtout pour finir les stocks. Puisqu'on va bientôt passer aussi à la prochaine génération aussi. C'est clair. Bah, du coup, en parlant de prochaine génération, je pense qu'on peut parler de la prochaine génération du FSR. Qui a l'air plutôt performant, quoi. Effectivement, le, le problème de AMD, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, et c'est ce qu'on peut dire de façon générale depuis longtemps déjà, c'est que les technologies de AMD sont en retard sur celles de Nvidia, déjà depuis quelques temps, voire depuis le départ, si on veut, voilà, si on veut dire les choses franchement. A priori, AMD, on l'avait déjà dit, avec leur puce d'IA là, qui commence à développer, etc., qui commence à prendre de l'essor, on voit qu'AMD commence à pousser fort, commence à se réveiller, veut se remettre à niveau de Nvidia, qui peut être encore loin, mais veut tout du moins se remettre au niveau de Nvidia. Et quelque part, c'est rassurant. Il y a des annonces qui se font, il y a des propositions, il y a des choses qui commencent à se passer. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant.
Donc déjà, le FSR, de ce qu'ils disent, c'est qu'ils s'en occupent déjà depuis quasiment un an. Euh, et a priori, ils arrivent à un produit plus ou moins fini. Évidemment, toutes ces dernières technologies, elles doivent être badgées d'IA, c'est important, ça fait partie de la mode. Il faut que ça soit IA et pas autre chose. Mais c'est plutôt rassurant. Euh, Aussi, il ne faut pas non plus oublier que ce FSR profitera pour les cartes graphiques AMD. Il faut aussi rappeler que ces cartes AMD, eh bien AMD n'ira plus sur le très haut de gamme, donc on sera sur le milieu de gamme. Donc je pense que ça peut être sympa d'avoir un bon FSR qui vient booster les performances d'une carte graphique milieu de gamme, pour peut-être aller se rapprocher d'une carte graphique haut de gamme. Et ça, c'est très très bon pour nous. Il ne faut pas l'oublier. Ce F... Ce qui va être limitant sur une... Actuellement, maintenant, ce qui est limitant sur une carte graphique, c'est plus sa puissance brute, même si Nvidia a quand même pété toutes les limites avec la 4090 sur cette génération, c'est que là, actuellement, on commence à arriver plutôt à un plafond de verre au niveau des performances brutes. C'est-à-dire ce que peut faire la puce en elle-même. Les seules possibilités pour aller démultiplier les performances en jeu, eh bien, tout simplement, ça va être ces logiciels qui vont nous permettre de faire d'upscaling, qui vont être boostés à l'IA pour aller encore surperformer. En tout cas, pouvoir dépasser les limites physiques d'une puce. Ça veut dire que par exemple, votre puce en performance brute, son logiciel, elle vous permet d'avoir 120 FPS sur le jeu X, et bien que ce logiciel, on arrivera peut-être à 180, 200. Et de toute façon, on le voit bien, les marques poussent à mort sur ça parce que euh, la limitation, eh bien, elle est au niveau des puces et que la seule solution pour aller booster les performances, ça sera les logiciels. Et on le voit. Et moi, je trouve que c'est plutôt bon pour nous. Ça veut dire aussi qu'une carte mère qui a peut-être quelques années, si elle peut profiter de ce logiciel-là, eh bien, vous allez pouvoir lui redonner un petit peu de performance, entre guillemets. En tout cas, vous allez pouvoir avoir des performances convenables en jeu encore quelques temps, sans pouvoir changer, sans avoir besoin de changer plutôt. Et ça, c'est plutôt bon pour nous, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ce qui est FSR, toutes ces technologies un petit peu frame génération aussi? On l'a chez AMD, on l'a chez Nvidia. Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que je vous réveille. Et bonjour à Romain. Enfin, bonsoir du coup. Bien le bonsoir. Ah, en vert, bonne, effectivement. C'est vrai que toi, Tommy, tu joues en vert. Euh, Après, vert, c'est assez délaissé, c'est quelque chose de très niche quand même. Donc, c'est sûrement pour ça. Et puis, ça demande des ressources, son argument de vente, dire regardez tel techno qu'on a en VR. Parce que pour les marques, c'est inintéressant, même si effectivement, ça touche des gens quand même. Ouais, le problème de tout ce qui est frame génération, par exemple, Roro, c'est que si tu n'as pas une base de FPS, en tout cas convenable, donc on va dire 40 à la limite, ben, ça va pas tourner correctement du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, ça va démultiplier tes FPS, mais il faut quand même que tu aies une base, sinon si tu as trop, en fait, si tu trop peu au départ, tu vas peut-être gagner des FPS, mais en fait, ta fluidité, que tes 40 ou 60, elle sera la même. Parce que ta base de départ est vraiment mauvaise. En fait, cette techno, elle joue d'une base au départ. Si t'as pas ça, ça n'ira pas. Et effectivement, tu as aussi ça. C'est-à-dire une carte graphique qui a 15 FPS au départ, ben, tu feras rien avec en fait. Elle sera tout de suite limitée et tu as beau avoir un logiciel qui la fait monter à 30 ou 40, ben, ça sert à rien. Parce qu'il faut quand même rappeler aussi que, par exemple, les logiciels comme Frame Generation, ça vient rajouter des FPS entre des FPS déjà existants. Mais si tu n'as pas de FPS au départ, ben, ce qu'ils rajoutent, ils ne servent à rien. Parce qu'en fait, ces FPS qu'ils rajoutent, c'est plutôt pour simplifier, c'est très 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 simplifié, mais ça vient assister les FPS déjà existants. Mais si t'as pas de FPS, ça va rien assister du tout, quoi. Mais effectivement, moi je trouve que c'est plutôt très intéressant pour le milieu de gamme. C'est surtout, de toute façon, on va quand même rappeler que les gens qui achètent le plus de cartes graphiques, c'est sur le milieu de gamme, hein. C'est pas sur le ultra haut de gamme avec des 4090. Je prends la carte graphique la plus grosse pour montrer l'idée, mais c'est vraiment le milieu de gamme où tout va jouer. Et c'est pour ça qu'AMD, peut-être intelligemment, s'est dit, bah, on n'a pas d'intérêt à dépenser des ressources dans le ultra haut de gamme. Autant
tout investir dans le milieu de gamme où c'est là qu'on va réaliser le plus de ventes. Voilà. Et oui, c'est sujet à débat et tout le monde n'est pas du même avis, heureusement d'ailleurs. Bah, du coup, en parlant de cette nouvelle technologie, on va pouvoir parler d'un nouveau produit qui va en profiter, mais avant tout, on va quand même parler du nouveau produit et de son prix, puisque on arrive à la PS5 Pro. Donc Sony a officiellement annoncé la PS5 Pro qui sortira le 7 novembre, qui sera au prix de 799 euros. Je rappelle d'entrée de jeu que cette PS5 Pro ne sera pas équipée de lecteur de disque. Si vous voulez le lecteur de disque, c'est 125 euros en plus. Donc voilà, donc vous avez une augmentation massive sur la PS5 qui a déjà 5 ans à peu près au compteur, si je ne me trompe pas. Elle n'a pas de lecteur de disque. Elle va, par contre, elle annonce des gros gains de performance. Elle annonce à peu près entre 30 et 40% de perf en plus. Elle annonce du ray tracing bien mieux supporté, avec beaucoup plus de performance sur le ray tracing. Elle annonce ces différentes technologies, mais on peut quand même un petit peu débattre du prix si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez de se dire que la PS5, elle a déjà 5 ans en elle-même, qu'elle coûte 500 euros, que le prix ne baisse pas, alors que la console a déjà 5 ans au compteur, qu'elle est vieillissante, si je puis dire, que depuis ce temps-là, on a eu 2 générations, voire 2 générations et demie de cartes graphiques qui sont arrivées. On a eu peut-être 3 générations de CPU qui sont arrivées sur le marché depuis ces 5 ans. Et que là, on nous sort une PS5 Pro qui est une amélioration quand même plutôt massive de la PS5 classique, mais qui vient fortement augmenter. Et je rappelle que quand même pour 800 euros, on parle de 800 euros pour une console. Je pense que les gens ne sont pas habitués à ça. Je pense que ça va être difficilement. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, je pense que ça va être difficile pour beaucoup de gens de se dire on achète une console à 800 euros. Parce qu'on se rapproche d'un ordi, quoi. Ah, c'est clair que là, l'argument de la console qui est bien moins cher qu'un PC commence à s'effacer un peu, quoi. Ben, c'est pour ça. Et puis, ce que dit Tommy est bien vrai, c'est que le CPU reste le même. Donc, vous avez toujours un CPU Zen 2. Zen 2, ouais. Zen 2, je crois que ça peut-être 7 ans au compteur, quoi. Bah, Zen 2, c'est le 2700X, quoi. Donc, ouais, On est ça sur commence à 7-8 dater un ans. peu. Les seules choses qui vont s'améliorer, c'est la partie graphique. Donc, amélioration massive au niveau de la carte graphique, donc de l'IGPU, et des logiciels utilisés, puisqu'on va avoir le FSR pour la PS5, qui s'appelle le PSR. Vous voyez, les noms se ressemblent quand même, hein. On a le PSR, donc c'est le FSR AMD, mais version Sony, pour augmenter et améliorer la qualité. Mais au final, on se rend compte qu'il n'y a que la partie graphique qui s'améliore. On a de la technologie qui vient se rajouter. C'est pour ça que tu peux passer à la news juste d'après sur la... Tu peux passer à la news juste après, qui vient en parler. A priori, on se rapproche d'un PC avec une 4070, sauf que il faut quand même rappeler les détails, c'est qu'une carte graphique, ça ne fait pas tout, il vous faut un processeur. Et que si vous avez un processeur vieillissant, bah, ça va être très compliqué. Vous pouvez avoir une 4090, mais si vous avez un CPU qui a 5-6 ans au compteur, votre 4090, elle ne va pas tourner correctement. Et puis au-delà de ça, c'est que le jeu ne va pas tourner parce qu'à un moment, il a besoin d'un CPU de dernière gêne, pour un jeu de dernière gêne, et qui ne tournera juste pas correctement. Et donc au final, ça va être ça la problématique, c'est on nous annonce des performances équivalentes à une 4070, c'est très bien, mais ce processeur, qu'est-ce qu'il va en être sur les jeux de dernière génération? Moi, ça m'inquiète. Parce qu'à un moment, je ne vois pas comment on peut justifier 800 euros pour une console qui sera peut-être limitée sur certains aspects, sur certains jeux. Moi, quand même, ce qui me choquerait, c'est qu'on vous vend une console 800 euros et que le socle, il est vendu en plus. On pourrait quand même fournir le socle pour ça. Ouais, t'as pas le socle, t'as pas le lecteur de disque. Ouais, on se demande, c'est parce qu'au final, si vous rajoutez le lecteur de disque, pour beaucoup de gens, c'est important le lecteur de disque parce que, eh bien, c'est simple, ça vaut le coup. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas ça sur console pour les gens qui jouent console. Et c'est que nous, avec Steam, avec plein de plateformes autres que Steam, on a plein de réductions sur les jeux. On n'a pas sur console.
vous êtes obligé de passer par le store Sony ou chez Xbox par le store Microsoft, et vous avez des légères réductions, voire quasiment jamais de réduction si vous voulez vos jeux en dématérialisé. Et si vous voulez des jeux, eh bien, vous devez l'acheter en physique au prix et il ne baissera pas. Mais la seule chance qu'il y avait sur console pour avoir des bons prix sur les jeux, c'est d'acheter ces disques d'occasion. Et beaucoup achètent des disques d'occasion. Vous achetez votre jeu, je ne sais pas, n'importe où, mais d'occasion. Ça réduit considérablement le prix. Bah, pour faire ça, vous êtes obligé de rajouter un lecteur disque à 120 euros. Ça vous fait une console à 900 euros. Vraiment, ça va être compliqué, quoi. Ouais, Et puis, ça commence quand même à être des prix qui déconnent un peu, hein. Et oui, effectivement, comme dit Naboraban, le PS Plus coûte aussi un prix de saut. Et le PS Plus est nécessaire sur beaucoup de jeux pour jouer en multi. Donc c'est-à-dire que tu achètes un jeu bien cher et tu n'as pas encore accès au multi. Je pense notamment à Gran Turismo 7 que j'ai moi-même acheté sur ma PS5. Donc le jeu coûte une histoire comme 70 euros. Et à ce prix, pour avoir droit à jouer en multijoueur, il faut encore ajouter, je pense que c'est une dizaine d'euros par mois pour avoir le PS Plus. Et ce PS Plus, tu dois le payer tous les mois si tu veux pouvoir jouer en ligne. Donc c'est juste honteux. Le prix total de revient pour un seul jeu joué en ligne, il est aberrant. non, mais de toute façon, on a bien compris que les consoles, c'était une cash machine. Alors, il y a quand même un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'a priori, faut quand même rappeler le détail, c'est que sur les consoles, Sony, qui en a vendu des dizaines de millions, ne gagne pas d'argent sur les consoles, ou tout du moins très peu. Alors, j'ai quand même du mal à comprendre comment on peut ne pas gagner d'argent sur des dizaines de millions de ventes. Bon, ok, pourquoi pas. Et qu'a priori, gagne de l'argent bah, sur tous ces abonnements. Et c'est pour ça que Sony, a priori, s'y est mis, qui, je rappelle, était à l'époque de la PS3. Donc, si vous vous rappelez, la force de la PS3 pendant longtemps chez Sony, c'était de dire, bah, regardez, nous, on vous vend une console, mais vous n'avez pas de surcoût pour y jouer en ligne. Alors que Xbox avait déjà cette approche en disant, bah, vous voulez jouer en ligne, bah, vous payez, tout simplement. Euh, donc, a priori, c'était pour un moment compenser donc, le fait que bah, les marques ne gagnent pas d'argent sur les consoles, mais à un moment, il va falloir s'arrêter, quoi. Non, mais c'est clair. Et en fait, le souci, c'est que pour eux, à la production, une bonne PlayStation 6, ça coûte cher, c'est évident. Mais on arrive à un stade où je pense que les gens préféreraient payer la console 50 ou 100 euros plus cher et derrière avoir des jeux plus abordables. Mais probablement que pour PlayStation, ça serait moins intéressant, tu vois, au niveau du coût final et de ce que ça leur apporterait. Alors, Two Things, je suis d'accord, la PS3 à l'époque, quand elle était sortie, elle valait entre 600 et 700 euros. La première année, mais c'est une année que personne n'a connue. Moi, j'étais dans la génération PS2, pour dire, fin de PS2. Et j'étais après, donc évidemment, je voulais la PS3. Et la PS3 qui coûtait 600-700 euros, je me rappelle, il n'y a personne qui l'achetait. Et cette époque-là, et pas grand monde s'en rappelle. En fait, foncièrement, pas grand monde s'en rappelle. Je rappelle que cette première génération, elle prenait les jeux de PS2 aussi, pour le rappel. Elle prenait les jeux de PS2, tous les jeux. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont abandonné cette rétrocompatibilité. Et après, on l'a tous normalement connu, notre génération, en tout cas la génération de 25 ans aidée, on a connu la PS3 à 300-400 euros, quoi, avec les fameux packs de jeux où vous aviez une Uncharted 3, etc., etc. Mais là, ils veulent nous refaire la même. Après, ils vont vous dire, vous avez la version pro. C'est comme ça qu'ils vont la vendre, tout simplement. C'est vous dire, vous avez une PS5, mais c'est la version pro. Attention. Donc, ouais, alors après, vous voyez, moi, c'est Digital Foundry qui a dit ça. Il nous dit ça a des performances équivalentes à une 4070. Un PC avec une 4070, c'est aux environs de 1500 euros. Donc là, vous avez une console qui vaut moitié moins, qui aurait les performances d'une 4070. Sauf que je trouve ça toujours un petit peu malade en disant, oui, mais. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais tu peux peut-être faire plus de choses sur ton ordinateur. Mais au final, si tu as besoin d'un ordinateur juste pour jouer, bah, tu achètes ta PS5 Pro et c'est tout. Sauf qu'il y a tout un écosystème qui coûte beaucoup moins cher à l'année.
Vous avez vos jeux qui coûtent beaucoup moins cher. Donc au final, quand vous faites tout le calcul, c'est comme ça qu'il faut le faire pour moi, c'est quand vous retirez votre abonnement payant pour jouer en ligne sur le PC, il vous coûte peut-être plus cher au départ, certes, mais vous retirez votre abonnement en ligne qui coûte 150 € l'année, vous avez des jeux foncièrement moins chers, vous êtes largement gagnant à avoir un PC, et surtout qu'un PC, vous pouvez, comment je pourrais dire, l'optimiser, vous pouvez remplacer des pièces au fur et à mesure du temps. Et au final, vous allez être, si vous n'êtes pas kiff-kiff avec la console, bah, vous serez légèrement moins cher et vous aurez un PC qui évoluera au fil du temps et qui sera dans tous les cas plus performant en aspect visuel sur les jeux. Donc vous aurez plus de confort de jeu. Par contre, effectivement, vous allez avoir tout de suite un prix beaucoup plus important dès l'achat. Ça, pour certains, effectivement, ça peut freiner de dire il faut acheter un PC à 1 500 €, j'ai du mal. Oui, effectivement, tu peux avoir des PC avec des 4070 à 1000, 1200 €. Parce que l'exemple qu'avait pris Digital Foundry, c'était un PC à 1450 €, je crois, de souvenir. Mais quand on regarde le prix d'écosystème et tout ce qui s'ensuit, moi, je préfère prendre un ordinateur. Et c'est pas parce qu'on est sur overclocking.com que je dis ça. Je trouve que c'est foncièrement mieux d'avoir un ordinateur. Vous êtes plus flexible, vous avez plein de choses. Et puis maintenant, vous pouvez jouer avec vos amis sur console, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. C'est-à-dire que vous voulez jouer avec un ami, parce que aussi, c'était le frein de beaucoup de dire, bah, on n'a pas le cross-platform, je suis obligé d'acheter telle console si je veux jouer avec mon ami ou mes amis. Là, vous ayez un ordinateur, une PS5, une Xbox, vous pouvez jouer avec n'importe qui, quoi. Mais je pense qu'on arrive à la fin d'un. Je pense que les consoles vont être. En fait, ils veulent nous vendre des consoles comme des ordinateurs, sauf que c'est pas des ordinateurs. Et je pense que ça va être peut-être là l'erreur marketing. Je suis pas un expert dans le domaine, mais je pense que c'est là l'erreur. Et je pense que ça va être là les limites. Puis je rappelle que notre société, on marche tout en abonnement. Donc à un moment, tous les abonnements, le prix de la console plus les abonnements qui sont embêtants et qui coûtent foncièrement cher, je pense que c'est pas très bon. Je pense que ça n'a pas trop de sens. Déjà, la PS5 à 500 € au bout de 5 ans, qui coûte toujours 500 €, c'est difficilement justifiable, mais ils le font quand même parce qu'ils en vendent toujours autant. Mais à un moment, à ce prix-là, ça va coincer. Il y a un moment où ça ne peut pas durer indéfiniment. Ça, ouais, je suis d'accord. Tout ce qui est Steam Deck, où tu peux l'avoir en portable, je pense à la Switch. C'est beaucoup moins performant, mais ça a quand même je trouve qu'elle est quand même intéressante, cette console. Effectivement, c'est dans l'univers Nintendo, donc il faut jouer à des jeux Nintendo avec Mario et tout le tralala. Mais vous pouvez l'avoir. Vous avez une console plutôt sympa, portable, et dès que vous voulez vous asseoir dans votre canapé, vous la branchez à votre télé, c'est parti. Ça, c'est pas mal. Ça, je trouve ça très sympa. Elle est ultra modulable. Alors, je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Mais après, ça viendra pas concurrencer les ordinateurs. Ça sera un produit différent qui viendra répondre à d'autres problématiques. Pour quelqu'un qui bouge souvent, je trouve que c'est le meilleur choix. Ça veut dire qu'il a sa console sur grand écran, petit écran quand il veut. Voilà. Donc, ouais, voilà, c'est à voir. C'est à voir. Effectivement, le marché des consoles est stagne. Après, on est au bout de 5 ans. On sait très bien qu'une génération de consoles, ça fait 7 8 ans. Donc, on y arrive l'air de rien, quoi. On y arrive l'air de rien. Et puis, tout le monde a l'air de rien à sa PS5. Celui qui voulait sa PS5, il a depuis bien longtemps. Celui qui voulait pas de PS5 il y a déjà 2 3 ans, il va pas en acheter une maintenant. Donc, et puis, je rappelle aussi un détail, c'est que de plus en plus de gens qui étaient à l'époque sur console, je pense au PS3, peut-être au PS4, pour parler de ces générations-là, bah, il y en a beaucoup qui sont passés sur PC. Et puis quand on a goûté à l'ordinateur et on sait ce que c'est un ordi, avec tout ce qu'on peut faire, bah, à l'air de rien, on y reste. Et l'ordi, c'est cool, quoi. Et c'est beaucoup plus accessible que ça l'a été à l'époque. Même au niveau du montage, au niveau de plein de choses, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. En fait, voilà, je vois pas comment on peut être sur console maintenant quand on a goûté à l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, je réfléchis en même temps à tête haute en parlant avec vous, mais c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'ils veulent aller chercher le terrain des PC. C'est parce qu'au final, il ne s'est jamais vendu aussi bien de PC et il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont passées sur PC en se disant, ben, on va la vendre comme un PC. Donc, du coup, on va peut-être récupérer ces gens-là ou tout du moins maintenir les gens qui voulaient partir.
je pense pas que ça soit le bon plan. Quelque chose à rajouter, Chungus? Non, je pense que tout a été dit, hein. Donc voilà un petit peu le. C'est pour ça que je l'ai gardé en fin de stream. Je trouvais que c'était quand même un gros sujet. Je trouvais ça un petit peu osé de Sony voilà, un petit peu tout ça. Donc je trouvais que c'était intéressant. Puis ça change quelque part des ordinateurs et des cartes mères et des processeurs. Voilà. Bah, s'il y En, a es- des questions, des remarques, en espérant que le stream vous a plu, quoi, d'aujourd'hui. Voilà, plus personne parle, tout le monde est sage. non, ils sont tous morts, là, c'est fini. On les a tous perdus. Hein, donc voilà, nous arrivons en fin de stream en espérant. Pour semaine prochaine, il y a pas mal de sujets normalement qui devraient tomber, je pense, j'espère. On aura pas mal de sujets. Et puis voilà. Petite question comme ça, puis on va pas tarder à vous quitter. Est-ce que ça vous plairait d'avoir un overlay et puis aussi peut-être avoir quelque chose qui nous affiche où on en est au niveau des sujets abordés dans l'overlay? Est-ce que ça vous intéresse? Ça, vous pouvez vous savoir où on en est. Bon, sinon, voilà. On espère. P5 Pro, l'initiation. Ouais, il faut. On voit avec les onglets, mais ouais, voilà, c'est pour vous donner que. Un overlay, bah, c'est un affichage sur le stream qui vous affichera les différents, les différents sujets, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que par exemple, à gauche, vous aurez tous les sujets qui seront listés et il y aura un petit indicateur au sujet où nous sommes en train d'aborder. Et tous les sujets déjà abordés, bah, qui ont été abordés pendant le stream, ils seront, si vous voulez, barrés, ou du moins quelque chose comme ça. Donc voilà, on fera quelques encore améliorations pour améliorer le visuel. Voilà. Donc voilà, en espérant vous avoir transmis pas mal de news, vous ayant fait peut-être réfléchir sur certains sujets, on va vous laisser là. Si vous avez des retours à faire et des appréciations, bah, comme d'habitude sur le Discord, tout simplement. Et puis on va vous quitter. Ouais, donc il y a toujours le fil sur le Discord si jamais il y a des remarques à faire, sinon sur le chat général. Et alors, pour toute question supplémentaire, ça peut aussi se passer là-bas sans souci. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine. Merci d'être À la venu. semaine prochaine. Salut à tous. Merci.